Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on entame le chapitre 6, qui est dans lequel on va parler principalement du plateforme Docker. Alors quand on dit Docker, on ne parle pas seulement du plateforme, mais on entend aussi Docker, la société qui l'a créé, Docker, le projet open source, et Docker, le conteneur qu'on peut créer dans lequel on peut encapsuler une application. Donc la compagnie, juste pour dire brièvement, la compagnie c'est quoi? Donc la compagnie Docker a été créée en mars 2013. Donc, ce n'était pas un projet. Le projet en lui-même, ça a été initialement initié par Google en 2005 et par la suite, donc, il a contribué à la création de ce qu'on appelle les LXC ou bien des Linux containers. Donc, les conteneurs ne sont pas quelque chose de nouveau. Ils ont existé déjà, donc, comme vous voyez, depuis 2005. Mais c'était des solutions propriétaires développées au sein de Google et au sein de Linux. Ce n'est que par la suite, vers, disons, 2013, que ça a été nommé en tant que Docker et que c'est sorti justement comme solution dans le cadre d'un projet open source pour tout le monde. Maintenant, on est à la version 19 de Docker et il est disponible dans une version Docker desktop qui peut être installable aussi bien sur Linux, Mac que Windows. Pour ce qui est du Docker Open Source Project, donc encore quelques mots. Donc, il faut dire qu'il est écrit dans le langage de programmation Google, donc Google Go. Il permet justement, tel qu'il est indiqué dans ces définitions, donc de construire des applications distribuées et de les exécuter de manière rapide, de permettre justement la scalabilité de ces applications et de les exécuter de la même manière rapidement, aussi bien dans un laptop que dans un data center ou bien dans le cloud. Donc, il faut bien insister que Docker n'est pas un langage de programmation, n'est pas un framework pour le développement de programmes et n'est pas surtout pas une technologie de virtualisation, mais surtout il aide à la containerisation des applications et qu'elles puissent être donc portables d'un n'importe quel OS vers un autre OS. Alors, pourquoi justement, c'est quoi les problèmes que Docker permet de résoudre? Pourquoi justement le nom de Docker? Alors, le nom de Docker en lui-même, il provient d'un métier qui existait donc vers les années 40. Donc, quand vous êtes en train de voir les Dockers, c'était les hommes qui travaillaient dans les ports qui permettaient justement de décharger, la marchandise, d'accord? Pourquoi justement donc on les appelait Docker? Parce que justement, ils avaient la charge donc de décharger dans le port la marchandise. Pourquoi Docker? Parce que le Docker, eh ben, justement, il permettait de mettre ou bien d'emballer n'importe quelle marchandise et il permettait donc alors, aujourd'hui, on entame le chapitre 6 qui a pour intitulé Docker Platform. Quand on dit Docker, automatiquement, trois mots nous viennent à l'esprit. C'est Docker, the company, Docker, the open source project, et Docker, le conteneur qu'on crée pour packager ou bien pour containeriser une application.
Donc, pour dire brièvement l'historique de cette société, donc Docker Inc., elle a émergé en 2013. L'initiative de containerisation des applications est là depuis les années 2005. Google et plusieurs autres sociétés ont travaillé là-dessus et ils étaient donc des solutions propriétaires au sein de Google et ça a été par la suite, mis en open source. Il reposait fortement sur les Linux containers ou bien les XSA. Et par la suite, donc, ça a été le founder de Docker, Solomon Hykes, a mis en place la société .cloud. Et par la suite, donc, Docker. Alors, bonjour tout. Alors, aujourd'hui, on entame le chapitre 6 qui a pour intitulé Docker Platform. Alors, Docker, c'est quoi? Docker, c'est trois choses. C'est la compagnie qui a été créée en 2013, c'est le Open Source Project et c'est le standard qu'on utilise actuellement et que 40% des sociétés existantes actuellement l'utilisent pour le packaging ou bien la containerisation de leur application. Il faut dire que la containerisation n'est pas quelque chose de nouveau et c'est là depuis 2005. Google l'utilisait en interne pour ses grands projets. Docker, pour sa part, initialement ne s'appelait pas Docker, donc ça reposait principalement sur les Linux containers. Petit à petit, donc la partie Linux containers, bien LXC, elle a été remplacée par un container manager, le libcontainer, qui est utilisé actuellement chez Docker. La nomenclature Docker, elle existe depuis mars 2013. Le nom du projet a été donné aussi à le nom de l'entreprise. Actuellement, en 2020, donc, on est à la version 19.03.14. C'est une version stable écrite en Go language et elle permet justement, que Docker puisse être installé aussi bien sur Linux, macOS que Windows. Euh, donc, euh, il faut bien insister que Docker n'est pas un langage de programmation, n'est pas un framework pour construire les logiciels et non plus n'est pas une solution de virtualisation. C'est une virtualisation, donc c'est plutôt une solution de containerisation euh, à un niveau au-dessus de l'OS, vu que contrairement aux virtualisations, elle n'inclut pas l'OS à l'intérieur de notre applicatif. Donc, le mot conteneur en lui-même n'est pas nouveau, hein. Et donc, quand on dit Docker, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les travailleurs, justement. Donc, c'est les travailleurs qui déchargeaient la marchandise dans le port. Comme vous voyez donc, sur ce schéma, sur cette figure qui date des années 40. Et ce n'est pas vraiment une coïncidence. Parce que dans la création, donc dans la cathétérisation, bien le concept de containerisation des applications, il s'est fortement basé ou bien inspiré des shipping containers. Pourquoi justement cette métaphore et pourquoi les containers? Donc les shipping containers avaient beaucoup d'avantages desquels dans l'IT on s'est inspiré. Justement, ils étaient intermodales. Ils avaient une taille standard et ils pouvaient justement, ils étaient là, ils permettaient de déplacer n'importe quelle marchandise, d'accord? Je pouvais y mettre n'importe quelle marchandise, peu importe qu'elle soit donc sensible à un changement de température, qu'elle soit produit pharmaceutique ou de la nourriture ou des voitures. Donc, ils étaient adaptés pour y transporter n'importe quelle marchandise et surtout, ils pouvaient être manipulés par plusieurs moyens de transport. Donc, dans l'IT aussi, on s'est inspiré, on s'est retrouvé justement dans la même situation. On avait justement des applicatifs qui étaient transformés en services, mais même si on dépassait l'hétérogénéité des langages de programmation, on a tout le temps un même souci. Donc, déplacer notre code, donc on n'a plus justement des applications qui sont implémentées avec le WAMP stack, mais on a des applications qui sont implémentées avec une diversité de frameworks, de langages de programmation. Et on avait justement besoin de faire déplacer ces codes-là à plusieurs reprises lors du cycle de vie de notre applicatif, du dev vers le test et vers la production. Donc, la diversité justement de ces environnements-là et leurs différences fait que justement, on a besoin d'une solution qui permet justement que le même code puisse s'exécuter sur différents OS, différents environnements, que ce soit sur la machine ou bien le laptop du développeur, le faire migrer facilement donc, vers les clusters de test et le faire migrer directement et facilement vers les clouds pour la production.
Pour ce faire et pour expliquer encore plus, donc je vais prendre le cas d'une application monolithique comme vous êtes en train de voir. Remarquez, donc là, on a une simple application monolithique, donc pour une startup, disons-le. Donc à l'état initial, remarquez qu'on a déjà 4 langages de programmation différents. Donc on va en avoir plusieurs librairies, plusieurs dépendances. On a notre OS, on a le hardware. Donc, même si on a un seul développeur qui prend en charge cette application, le problème, c'est qu'il doit avoir, donc, à chaque mise à jour de l'un de ces outils-là, il doit vérifier que les librairies donc, qui sont existantes sont toujours compatibles avec les différents langages de programmation qui sont existants. Donc, donc à chaque upgrade, les conflits entre les librairies, c'est très donc, probable. Et que dire lorsqu'on a donc toute une équipe qui implémente et qui intervient sur la même application. Donc, chacun d'entre eux va avoir ses préférences, disons, en termes d'environnement de développement. Et surtout, donc, chacun, il est confortable dans son propre environnement. Donc, les faire intervenir les trois sur la même application et devient encore plus complexe. Donc, on va voir que les mises à jour, elles sont plus compliquées. Hein, et il s'agit, par exemple, certaines versions par exemple, de PHP peuvent, ou bien certains plugins peuvent être compatibles pour un environnement et ne le sont pas avec un autre. Donc, on se retrouve généralement confronté au problème que lorsqu'on passe du dev vers le test, eh ben, on a des bugs qui apparaissent et le développeur, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, ça marchait sur ma machine. Donc, c'est l'éternel problème qui a fait que justement, on a besoin d'une solution qui permet justement que le code il puisse être déplacé de manière rapide, efficace et fonctionnelle. Donc, notre problème, c'est que notre code, il crée des dépendances avec d'autres librairies donc, qui sont sollicitées par plusieurs langages de programmation, bien plusieurs codes ou plusieurs modules du même applicatif, et surtout des dépendances par rapport à l'OS et par rapport au hardware sur lequel il est en train de s'exécuter. Donc, mettre à jour la moindre librairie ici peut mettre en péril l'exécution de notre application. Et que dire lorsqu'on passe de dev vers la production, donc, ce qui donc, rend très critique le fait de toucher à notre code et de changer même ou de faire un upgrade de n'importe quelle de nos librairies. Donc, ceci devient encore plus complexe hein, avec l'émergence de l'MSA-based application, comme on en a vu la semaine dernière. Et on a donc, comme je l'ai expliqué, donc, une application basée sur les microservices. Et ben, elle peut en contenir des centaines et même, disons, des milliers de microservices par page. Et donc, chacun de ces microservices, il a son propre langage de programmation et ses propres exigences en termes de librairie et d'API qu'il a besoin pour s'exécuter. Donc, on va avoir pour chaque microservice, il va avoir tout un stack hein, de software dont il en a besoin. Donc, le chargement rapide de ces applicatifs, de ces microservices devient très crucial et très critique. D'où le besoin donc, de la containerisation. Donc, par containerisation, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, eh ben, justement, on va prendre pour chaque applicatif et pour chaque langage de programmation l'ensemble des librairies dont il en a besoin et avec les demandes, donc, et on va les placer dans une boîte propre à lui et on va totalement les isoler les uns les autres, de sorte que lorsque je mets à jour la librairie donc, qui sont requises pour les codes qui sont écrits en GS, et ben justement, je ne vais nullement influencer la version de la librairie dont PHP aussi en a besoin. Donc, quand je dis PHP, ça veut dire c'est le code hein, qui est écrit en PHP. S'ils ont les deux besoin d'une librairie, et ben, si je change la version qui est stockée à ce niveau-là, je ne vais nullement influencer la version qui est à ceci. Donc, c'est le concept de containerisation donc, dans lequel je vais placer chaque code dans une boîte et je vais lui fournir tous les outils, les librairies dont il en a besoin pour qu'il puisse s'exécuter. Et donc, de la sorte, je permets qu'il soit donc portable. Alors, donc c'est l'idée de la containerisation. Donc, c'est le fait d'encapsuler n'importe. Donc, la containerisation, avec qu'est-ce qu'elle va permettre? Il va permettre d'encapsuler n'importe quelle application. De la même manière que les shipping containers permettaient justement de contenir n'importe quel type de produit, d'accord? Et laisser donc justement l'objectif donc pour nous, c'est de laisser le développeur focaliser principalement tous ses efforts sur le code et oublier tout ce qui est le stockage
l'environnement dans lequel il va stocker le code, la configuration, quel OS il va utiliser, etc. plus tard. Donc, de même, ceux qui vont travailler sur la partie déploiement de la solution dans le cloud, par exemple, pour mettre l'application prête à être utilisée, eux aussi, ils ne vont pas se focaliser sur les différentes versions d'OS possibles, etc. Donc, ça va permettre justement qu'une application qui est déployée localement sur la machine du développeur, eh ben, elle va être déployée par la suite sur les clusters ou bien dans le cloud de la même manière, identique, sans vraiment se soucier de dépendance entre les différentes librairies. Donc, ça va justement mettre un point au problème qu'on entend souvent qui est But it works on my machine. C'est un problème qu'on entend très souvent où on a, comme je l'ai dit, c'est le développeur donc lorsqu'on passe, on a l'application, elle a été testée, elle est fonctionnelle et lorsqu'on passe du développement vers les clusters de production, on réalise automatiquement qu'il y a justement des bugs qui apparaissent et qui réapparaissent, principalement à cause des différentes versions de logiciels ou bien des différences dans la plateforme d'exécution, dans l'OS, etc. Donc, c'est en gros l'idée principale de la containerisation. Donc, il faut dire que la containerisation, c'est pas quelque chose. Donc, lorsqu'on parle de containerisation, on revoit un peu l'objectif de la virtualisation, sauf que c'est très différent. Donc, c'est beaucoup plus léger, disons-le. Ça a beaucoup plus d'avantages. Donc, je prends ce schéma-là. Alors, remarquez, donc, la première différence, c'est que lorsqu'on a des conteneurs, chaque application, elle est encapsulée avec son code, les différentes librairies dont on en a besoin à part et elle est distincte. Donc, on la sépare de tout autre applicatif aussi. Donc, chaque applicatif, il doit encapsuler avec lui toutes les librairies et tout le code, donc toutes les librairies dont il en a besoin pour exécuter son code. On va avoir un moteur ou bien un container engine qui va prendre en charge justement le suivi donc, de les exécutions de ces conteneurs, de les arrêter, de les lancer, de relancer, etc. en fonction du besoin. Et notre OS, il réside à ce niveau-là. Par contre, on a l'infrastructure. Par contre, on opte pour une solution de virtualisation, eh ben, il est beaucoup plus difficile de lancer une machine virtuelle parce qu'on a le hypervisor déjà qui est existant ici, mais qui disparaît à ce niveau-là. Et en contrepartie, remarquez là, on a l'OS qui est disponible pour tous les conteneurs et toute la communication, elle se fait à travers ce moteur de containerisation. Par contre, lorsqu'on met en place plusieurs machines virtuelles pour séparer justement nos différentes applicatifs, on va avoir un guest OS pour encapsuler dans chacune de ces machines virtuelles, ce qui en fait que justement le lancement d'une application à base de machines virtuelles, il est beaucoup plus lent. Remarquez aussi, donc la taille aussi est diverse parce qu'on doit justement inclure, donc par exemple, on doit inclure tout un OS. Le boot time, par exemple, pour une machine virtuelle, il est quand donc ça peut prendre même bien plus qu'une minute, alors qu'un conteneur peut être instancé en des secondes et même des microsecondes. Donc la comparaison n'est même pas possible vu la rapidité et la légèreté des conteneurs et des solutions de containerisation par rapport aux machines virtuelles. Et c'est ce qui explique justement tout le succès qu'on est en train de voir pour Docker principalement comme solution de containerisation. On dit justement que c'est l'âme sœur de la mise en place et de la réussite d'une MSA ou bien d'une microservice architecture. Donc là, je vous donne aussi quelques d'autres différences, pardon, les similarités. Donc, c'est vrai qu'ils ont des similarités, mais ceci n'empêche, Docker est la solution qui va de pair justement avec les microservices vu leur taille et la rapidité qui est permise donc, dans le lancement d'une application basée sur les microservices et qui peut se faire, qui est en fin de compte faisable grâce au déploiement d'une solution en utilisant les conteneurs Docker. Donc, alors là aussi, qu'est-ce que je donne ici? Je vous ai aussi préparé une comparaison entre les Linux containers et Docker.
Donc, c'est vrai que Docker est actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est la solution de facto ou bien la plus utilisée dans l'industrie et que 40% dans des entreprises ont opté pour. Ça a été justement intégré par et accepté dans les solutions cloud de Microsoft Azure, aussi dans le Google Cloud. Et pour IBM aussi, ils ont proposé leur solution OpenShift et qui supporte aussi les conteneurs Docker. Donc, cette marginalisation de la solution Docker ne s'est pas faite pour rien, même si initialement, il a été basé sur les conteneurs LXC ou bien Linux Containers. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté lorsqu'ils ont mis en place Docker? C'est qu'en fin de compte, les conteneurs LXC ne supportaient les layered file systems alors que Docker les supporte. Et on va voir l'atout les layered file systems, leur valeur ajoutée principalement dans la création des images. Et comment donc en fin de compte d'avoir plusieurs couches, ça permet de créer donc des images qui sont plus légères et de taille plus réduite et surtout l'optimisation des tailles des images. On va voir donc que justement pour les LX, il permettait justement d'avoir plusieurs process ou bien services qui s'exécutaient à l'intérieur, alors que Docker ne permet qu'un seul. Et c'est ce qui fait que Docker est la solution qui était la meilleure solution adéquate pour les microservices. Aussi, le LXC, il était construit directement sur l'OS, alors que Docker, il construit principalement sur un moteur. Donc, ces moteurs, ils permettaient justement d'être intermédiaire avec l'OS, ce qui rendait plus facile justement la manipulation ou bien l'utilisation des conteneurs en tant que technologie. Donc, il a justement tout un ensemble d'outils que je vais expliquer tout à l'heure pour la manipulation des conteneurs, donc leur déploiement, les registres, etc. On va le voir, ce qui n'est pas pour l'XC. Et finalement, chaque conteneur a son propre système de fichiers. Et il exigeait justement que ce soit exécuté sur Linux, ce qui n'est pas le cas pour Docker qui peut s'exécuter sur des machines Windows actuellement et sur macOS aussi. Donc, on voit justement pourquoi les avantages de Docker par rapport à l'XC et pourquoi ça a été marginalisé et utilisé dans plus que 40% des entreprises. Et on voit surtout pourquoi il a réussi autant à être adopté un peu partout. Alors, lorsqu'on parle, donc ceci pour les conteneurs, je pense que là, on peut passer donc là, je parle on va parler on va voir réellement et clairement comment on met en place les conteneurs. Il faut voir que un conteneur Docker, à l'instar d'un physical shipping container, c'est une boîte dans laquelle on va stocker une application et on va l'exécuter. Et on va donc, pour l'exécuter, je vais y stocker l'application ainsi que toutes ses dépendances. Ce que fournit Docker, c'est qu'à l'instar des tracks, des trains et qui permettaient justement le shipping et des conteneurs, Docker va permettre d'exécuter, de copier et distribuer les applications dans des conteneurs de manière très facile. Donc, Docker, il complète l'image. Docker, il a permis justement de compléter l'image traditionnelle ou bien la métaphore euh, tout en créant ce qu'on appelle les images. Donc, les images, c'est quoi? Donc, l'image, c'est une sorte de snapshot d'un système de fichiers dans lequel un programme va pouvoir s'exécuter. Donc, il va contenir, donc, dans l'image, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre tous les librairies, tout le code de notre app. Donc, non seulement le code, mais aussi toutes les librairies desquelles l'exécution de notre code va dépendre. Donc, pour ce faire, Docker, il va fournir chaque image ou bien l'ensemble d'images, ils vont être stockées dans des repositories. Et c'est donc une fois qu'ils sont dans des repositories, donc la découverte d'images ou bien le rapatriement d'images peut se faire via les registres. On va voir donc il y a que Docker il a implémenté ses propres registres moyennant le Docker Hub, mais aussi il vous permet de développer votre private registry. Et aussi, il permet aussi d'utiliser d'autres registries tels que le Google Registry et le Amazon Registry.